sécrétion gastrique acide. Alors une fois qu'on a dit ça, la question est comment est-ce que tout ça se met en musique? Encore une fois, on repart de ce qu'on observe. Et ce qu'on observe, c'est qu'en termes de sécrétion gastrique et de pH intracellulaire, quand on part ici d'une période de jeûne et qu'on observe ce qui se passe dans les minutes ou les dizaines de minutes qui suivent l'ingestion d'un repas, on observe une augmentation considérable de la sécrétion gastrique acide et une variation, elle aussi considérable, du pH intragastrique. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre, parce que on voit bien que dès le repas, la sécrétion acide augmente, et la première chose qu'on observe, c'est une élévation du pH, alors qu'on devrait observer une diminution du pH. Et en fait, cette augmentation du pH, elle est la résultante de l'augmentation de la sécrétion acide, mais en même temps de l'arrivée dans l'estomac de substances qui vont tamponner une partie ou la majeure partie en réalité de cet acide qui est sécrété, et la baisse du pH, on ne va l'observer que dans un deuxième temps, quand il y aura eu ce phénomène de tamponnement de la sécrétion acide qui sera allé à son terme. La sécrétion acide qui a lieu après un repas a lieu en réalité, ou commence en réalité avant le repas, ou avant que quelque chose arrive dans l'estomac, et on a l'habitude de distinguer trois phases. Une phase qu'on appelle la phase céphalique, une phase qu'on appelle la phase gastrique, et une phase qu'on appelle la phase intestinale. Alors, elles n'ont pas toutes la même importance. Vous observez que la phase céphalique rend compte d'une petite partie de la sécrétion acide totale, la phase gastrique de la plus grande partie de la sécrétion acide, et la phase intestinale de, là aussi, une partie minoritaire de la sécrétion gastrique. Qu'est-ce que c'est que ces phases? La phase céphalique, ça correspond à tout ce qui se passe au cours d'un phénomène d'alimentation avant que les aliments n'arrivent dans l'estomac. Donc avant de commencer à manger, dans la plupart des cas, on pense qu'on va manger. Et dans les bons cas, on commence à observer des modifications, par exemple de la salivation, parce qu'on pense qu'on va manger quelque chose de savoureux qui va nous faire plaisir. Et le simple fait d'avoir ce genre de pensée tout à fait licite augmente la sécrétion gastrique dans l'estomac. La mastication augmente la sécrétion gastrique dans l'estomac. La déglutition augmente la sécrétion gastrique dans l'estomac. Donc énormément de phénomènes qui vont se produire avant même que la première bouchée d'aliments arrive dans l'estomac. C'est la phase céphalique. La phase gastrique, elle se déroule pendant toute la phase de remplissage et de brassage et de fragmentation du repas. Et puis la phase intestinale, elle débute lorsque l'estomac commence à se vider dans le duodénum. Et on va voir que l'arrivée du chyme dans le duodénum va aussi avoir un rôle dans le contrôle de la sécrétion gastrique acide. Alors plus en détail, au cours de la phase céphalique, les déterminants primitifs de la sécrétion gastrique acide, c'est l'odeur des aliments, le goût des aliments et les activités mécaniques, par exemple la mastication, par exemple la déglutition. Encore une fois, sentir, penser, saliver, mâcher, modifie la sécrétion gastrique acide, et ça se fait par l'intermédiaire du nerf vague. Donc tout ça active la voie parasympathique, et la voie parasympathique qui utilise l'acétylcholine comme neuromédiateur, et la sécrétion d'acétylcholine augmente
tout le long du tube digestif, mais en particulier au voisinage ou dans la paroi de l'estomac. Et la sécrétion d'acétylcholine va évidemment avoir un effet propre sur la sécrétion d'acide chlorhydrique, puisqu'on vient de dire que la cellule pariétale exprime un récepteur, le récepteur M3, pour l'acétylcholine. Mais ça ne va pas se limiter à ça. La sécrétion d'acide chlorhydrique va également avoir un effet sur les cellules endocrines qui sont présentes dans la paroi du tube digestif et singulièrement sur les cellules endocrines qui synthétisent et sécrètent l'histamine. ECL, ça veut dire entérochromaffine-like. Et on a gardé cette dénomination qui est une dénomination d'histologiste parce que ça correspond à une coloration particulière de ces cellules in vitro, mais ce sont en réalité des cellules endocrines et l'acétylcholine vient activer la sécrétion d'histamine par ces cellules endocrines de la paroi du tube digestif qui va pouvoir sécréter de l'histamine, qui va renforcer l'effet de l'acétylcholine sur la cellule pariétale. Et l'acétylcholine va également activer la sécrétion de gastrine par les cellules endocrines de la région antrale ou de la région pylorique de l'estomac, c'est comme vous voulez, c'est la même, qui synthétise et sécrète la gastrine, et la concentration de gastrine augmente, et la gastrine va pouvoir, par une voie endocrine, venir agir sur la cellule pariétale. Elle ne va pas faire que ça, puisque la gastrine va également activer la sécrétion d'histamine par la cellule entérochromaffine-like. Donc on a, dès ce moment-là, tout un réseau de signalisation de premiers messagers qui va être activé et qui va commencer à favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique. La sécrétion la plus intense, on va l'observer évidemment pendant la phase gastrique. La différence entre la phase céphalique et la phase gastrique, c'est que pendant la phase gastrique, il y a quelque chose dans l'estomac. L'estomac est distendu, et comme on l'a dit la dernière fois, la distension de l'estomac, c'est un puissant activateur du système parasympathique. Donc le système parasympathique est plus activé à la phase gastrique qu'il ne l'est à la phase céphalique, et cette distension responsable de l'activation du système parasympathique va venir renforcer de manière tout à fait marquée les activités de sécrétion non seulement d'acétylcholine, mais d'histamine et de gastrine, et porter la sécrétion d'acide chlorhydrique par la cellule pariétale à son maximum. Alors il y a d'autres phénomènes qui se produisent pendant cette phase gastrique qui tiennent à la nature du contenu de l'estomac. Si dans le repas, il y avait des protéines, la digestion de certaines de ces protéines va commencer dans l'estomac, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure et comme on y reviendra un peu plus tard, dans les sécrétions gastriques, il y a des enzymes protéolytiques. Donc la digestion des protéines peut commencer et ça va aboutir à la libération de petits peptides dans la lumière de l'estomac. Et ces petits peptides favorisent la sécrétion de gastrine par les cellules G et ça va venir renforcer l'activation globale. Un point important, c'est que dès ce stade-là, va commencer à apparaître le phénomène de freinage de la sécrétion gastrique. Donc bien sûr, elle est à son maximum, mais les phénomènes qui vont contrecarrer la sécrétion gastrique commencent à apparaître, et singulièrement sous forme de sécrétion de somatostatine. La sécrétion de somatostatine se produit par l'intermédiaire d'un autre type de cellules endocrines qui sont présentes dans la paroi de l'estomac, qui sont les cellules D. Et ces cellules D, en libérant
la somatostatine vont commencer à exercer un frein qui au début va être extrêmement discret et puis va se faire de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on s'éloigne du début du repas, sur la sécrétion d'histamine et sur la sécrétion de gastrine, et également directement sur la sécrétion gastrique acide, puisqu'en plus d'avoir des récepteurs dans les cellules qui sécrètent l'histamine et dans les cellules G, la somatostatine, comme on l'a dit tout à l'heure, a des récepteurs dans la cellule pariétale elle-même. Et puis on en arrive à la dernière partie, qui est la phase intestinale, qui commence lorsque l'estomac débute sa vidange dans le duodénum. Donc il y a une distension du duodénum et l'arrivée dans le duodénum de protéines partiellement digérées, donc de peptides, qui vont être capables d'induire ou de stimuler en tout cas la sécrétion de gastrine. Et je ne vous reprends pas l'histoire de que fait la gastrine sur la cellule pariétale, mais également par l'intermédiaire du système nerveux entérique, d'exercer des rétrocontrôles sur la cellule pariétale, donc à l'étage en amont, un rétrocontrôle qui